L'École urbaine de Lyon et We Are Europe présentent Les scientifiques lisent aussi de la fiction, une série dans laquelle un ou une scientifique partage quelques pages de fiction qui lui ont plu. Après la lecture de chacun des extraits, l'invité explique comment le passage entre en résonance avec son travail, suscite son imaginaire théorique ou lui ouvre de possibles nouvelles pistes de recherche. Premier épisode enregistré pendant le confinement du printemps 2020 avec Hervé Rivano, professeur des universités à l'INSA de Lyon, autour des Furtifs d'Alain Damasio, paru en 2019 aux éditions La Volte. Je suis Hervé Rivano, je suis professeur d'informatique à l'INSA de Lyon et je dirige une équipe de recherche qui s'appelle Agora et qui travaille sur les réseaux, la connectivité, tout ce qui est l'instrumentation de la ville pour se donner les moyens d'avoir une ville intelligente avec tous les guillemets nécessaires ou du moins la ville numérique qui permet d'envisager des services de ville intelligente. Dans le cadre de l'école urbaine de Lyon, j'anime avec Oerman un studio qui s'appelle Ville intelligente et ville apprenante, où on essaye d'avoir un autre point de vue, de prendre un pas de côté par rapport à une approche très technocentrée pour réfléchir à ce qu'est la ville intelligente, ce que sont les citoyens d'une ville intelligente et toute la partie pédagogique et culturelle qu'il faut mettre autour de ces avancées-là pour avoir une ville intelligente qui soit la plus démocratique, la plus sociale, la plus partagée possible. Et donc forcément, on s'intéresse aussi à tous les risques et les dérives possibles que peuvent amener ces dispositifs techniques dans le cadre de la société et des relations sociales. C'est pour ça que le livre de Damasio, Les Furtifs, est particulièrement intéressant parce qu'il a un contexte autour de villes très numériques et contrôlées par des grandes entreprises avec des violations des libertés individuelles, des violations de la vie privée, avec une immersion de la donnée de partout et aussi des dispositifs techniques ou socio-techniques qui sont pas forcément dans les développements actuels. La manière d'imaginer l'immersion des gens dans la donnée est très intéressante dans ce livre et c'est sous cet axe-là qu'on va le regarder aujourd'hui. Je hâte le pas et j'avise le cloud sur ma gauche. Le nuage de données flotte à 2 mètres de haut avec des allures de poche de brume lumineuse, orangée, un air de cumulus môme au soleil couchant. Le cloud. Accordons-leur ça, et la belle idée urbaine d'Orange. Placée au beau milieu du brouhaha publicitaire, des petits nuages poétiques de téléchargement à la volée qui délivrent des bulles de silence, des sons rares, des poèmes et des haïkus. Bref, quelque chose de gratuit, sans message, et qui ne vend rien. Il rebooste juste ton cortex blindé de pub, noob, pour le rendre à nouveau disponible la minute d'après. Effet ardoise magique. Le cloud est un outil de gestion intelligente de l'attention. C'est tout. Tension et détente. Avertir, divertir, convertir dans cet ordre. Du zilch, justement. Mode cynique on. N'empêche que quelque chose se passe dans le nuage, qui personnellement me sort du champ commercial et me donne la force d'y résister. Outre que chaque citoyen qui le traverse peut apporter au cloud son contenu, qu'il soit textuel, visuel ou sonore. Ces contenus sont filtrés plutôt finement, d'ailleurs, avec une vraie ligne éditoriale assurée par des gens bien. Tellement sont rares dans la capitale les postes offerts aux compétences culturelles. Filtrage qui n'a jamais empêché l'injection de virus, ni le hack, évidemment, et qui fait que la plupart des gens évitent les clouds. Pas moi. Et surtout pas quand Zilch y place les autorisations d'accès dont j'ai besoin pour rejoindre Sahar à 11h. Dans l'extrait qu'on vient d'entendre, on voit que l'environnement numérique n'est pas seulement un environnement virtuel, mais se reconcrétise dans l'espace public par ces formes de nuages colorés dans lesquels il faut se placer pour avoir accès à la donnée. Et c'est un point de vue assez intéressant puisque aujourd'hui, ce qu'on appelle le cloud, donc le nuage, dans notre pratique quotidienne du numérique, c'est au contraire une poursuite de ce qu'on a appelé dans le domaine informatique et cybernétique l'informatique ubiquitaire, c'est-à-dire qu'on a accès partout, sans frontières à la donnée. Et là, dans le roman, Damasio revient un petit peu sur cette idée-là et reconcrétise la donnée par ces nuages et ces zones particulières de l'espace public dans lesquelles on peut se placer pour récupérer de la donnée. Et avec, en plus, parce qu'on est allé à un endroit particulier, on va avoir accès aux données que d'autres gens ont voulu partager à cette place-là. Donc, il réintègre dans le côté numérique, qui a en général tendance à effacer les distances, à effacer les frontières, une nouvelle façon d'avoir une socialisation de la donnée qui soit géographiquement ancrée dans l'espace urbain. Et puis, ça interroge aussi sur la façon dont on va représenter de l'information numérique. Ici, la couleur du nuage va donner une information
ou une qualification en tout cas des données qu'on peut trouver à l'intérieur. Et c'est assez intéressant que même considérant qu'on est dans le futur, qu'on est dans un moment où tout le monde a accès depuis très longtemps à ces données numériques, il faut en repasser par du sensible, par du coloré, pour faire de la remédiation de ce qu'est le numérique, le ramener vers les sens qui sont humains. Alors, c'est des questions qu'on interroge beaucoup aujourd'hui, notamment à l'école urbaine, sur qu'est-ce qu'est la matérialité de la ville intelligente. Comment se matérialise aujourd'hui la ville intelligente et comment elle pourrait se matérialiser dans le futur. Alors, on a évidemment une vision possible de ce que pourrait être le futur. Je ne sais pas si elle est techniquement ou technologiquement réaliste. En tout cas, elle a un aspect un peu poétique aussi qui est intéressant et qui est peut-être à mettre en perspective avec les anciennes technologies de communication qu'on avait dans l'espace urbain, comme très longtemps, pour ceux qui sont suffisamment âgés pour avoir connu ça, les cabines téléphoniques, qui donnaient des lieux dans la ville où on pouvait accéder au réseau de télécommunications. Et un peu plus tard, sur l'émergence de la téléphonie mobile, on a eu, alors là pour le coup, c'est très peu de gens qui se souviennent de ça, une technologie qui s'appelait le bebop, qui a été très très peu déployée, qui était un peu un four marketing, qui a été déployé notamment à Paris et à Lille. Je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres grandes villes où ça a été déployé en France. Et donc, c'était de la téléphonie mobile au sens où chacun avait son téléphone sur soi et pouvait se déplacer avec. Et on était joignable que quand on était sous la couverture d'une antenne bebop. Et ces zones de couverture étaient matérialisées par de la signalétique. Il y avait des petits panneaux qui disaient « Ici, vous pouvez utiliser votre bebop ». Et donc, c'était un petit peu la transition entre la cabine téléphonique qui est statique et où il faut aller se déplacer vers cette cabine téléphonique pour pouvoir utiliser cet équipement en particulier. Et l'autre extrême, c'est la téléphonie mobile où on se déplace avec son terminal et où on peut l'utiliser partout. Et donc, le bebop, c'était cet entre-deux où il fallait se déplacer jusqu'à cette zone où on pouvait utiliser son propre équipement numérique pour communiquer. Quand Nair a ouvert la porte latérale de son van, j'ai craint qu'on ne fasse les bêtes de somme dans cette mission. Je n'en avais aucune envie. Pas là. Pas dans un temple pareil où il faudrait surtout tendre l'oreille, pavillonner dans la souplesse et se fondre. Se faire aussi menu et discret que possible afin de laisser les furtifs venir, plutôt que de les assaillir de rayonnements infrarouges et d'ultrasons. À l'évidence, ils avaient tout pris. Tout ce qui était humainement chariable en termes de matériel de détection. Ces capteurs de présence, de passage et de mouvement, d'accord, normal. Mais aussi ces capteurs de distance. Son lidar, l'épiscope, les scanners de sol ou encore son capteur inductif à courant de Foucault pour mesurer les variations du champ magnétique. Il avait même pris la caisse du Tomo et l'IRM de poche, comme si le boucan de l'engin n'était pas suffisant pour faire fuir un furtif à 2 km. En le regardant charger ses caisses sur un diable, je me rendais compte à quel point il gardait ce besoin de se rassurer, par la technique, par ses outils ultra pointus, si spécifiques au renseignement. Nair pensait en combattant, pas en chasseur. Il avait fui Israël, il avait déserté Tsahal après 6 années passées à panoptiquer la bande de Gaza. Il avait eu le courage de placer son éthique au-dessus du confort de la loi. Il vivait en France depuis 10 ans maintenant sous une autre identité. Chapeau. Ceci posé, il demeurait dans une logique de guerre. Il restait cet officier d'élite qui voulait décomposer la menace et qui avait peur. Qui avait besoin d'armes pour domestiquer cette peur, en faire quelque chose d'architecturé, d'actif et de maîtrisé. Lorsqu'il les sortait de la mousse compensée, tous ces capteurs optiques, j'avais l'impression qu'il faisait briller ses propres os. Il donnait des yeux à son corps muré. À travers eux se devinait sans peine son âme de voyant, de voyeur. Il voulait voir, Nair, tout et à travers tout, quitte à s'éblouir, quitte à s'aveugler. Dans cet extrait, on a un passage où il y a une litanie de capteurs et de technologies différentes qui sont utilisées par ce personnage Nair, qui déploie toute une armada de façons de tenter de mesurer la présence des fameux furtifs dans l'espace. Et la conclusion de l'extrait, il voulait voir, il voulait tout voir à travers tout, quitte à s'éblouir et quitte à s'aveugler, résonne avec une problématique extrêmement cruciale du moment et de l'émergence de ces villes intelligentes, de ces villes numériques qu'on imagine comme bardées de capteurs. Ce qui est intéressant, c'est que on se retrouve à avoir, peut-être pour la première fois dans l'histoire au moins technique de l'humanité, la capacité de mesurer les mêmes phénomènes par
plusieurs axes, plusieurs angles, plusieurs points de vue différents qui sont hétérogènes parce que mesurés de différentes manières, qui sont complémentaires, qui sont très nombreux. Un exemple tout bête, c'est que, par exemple, le trafic automobile, on va le mesurer avec des boucles magnétiques qui vont nous donner le nombre de voitures qui passent à un endroit donné, des caméras vidéo qui vont permettre d'identifier les différents types de véhicules et les différentes trajectoires, mais aussi des capteurs de son qui vont nous donner le volume sonore généré par le trafic automobile, des capteurs de pollution qui vont nous donner les émissions qui sont faites par ce trafic, éventuellement d'autres grandeurs, peut-être des grandeurs magnétiques qui vont nous donner le poids ou la quantité de métal qui se déplace. Donc on a le même phénomène, le trafic automobile, qui est mesuré de plein de manières différentes et complémentaires. Et ça ressemble un petit peu à ce que fait ce personnage-là pour repérer ces furtifs avec ces différents outils. Donc cette surabondance de mesures et de données hétérogènes et complémentaires, ça pose plein d'enjeux techniques sur comment on les gère, comment on les rapatrie, on les stocke, on les traite. Ça, il y a une partie très informatique et sciences du numérique assez complexe où il y a beaucoup de travaux sur ce sujet-là. Et ça pose une autre question derrière, c'est l'information qu'on extrait de ces données-là, information en tant que croisement de données et connaissances nouvelles qui soient extraites du traitement de ces données. Ces informations-là sont extrêmement nombreuses. On voit des choses qu'on avait beaucoup de mal à voir sur l'espace public, ce qui n'était pas le cas avant. Donc il y a toute cette lumière qui est mise sur l'utilisation de l'espace public, sur la ville et sur les citoyens, qui permet d'apprendre beaucoup et qui a un risque en creux, qui est ce risque d'éblouissement, qui est que comme on a tellement d'informations à certains endroits, on risque d'oublier les endroits qui ne sont pas éclairés, qui sont dans des zones d'ombre. Si on considère l'exemple de la surveillance du trafic, si on est capable de savoir exactement comment se déplacent les véhicules dans l'espace, dans le réseau routier, on pourrait être capable, et c'est ce que pas mal d'applications de développement technologique ont essayé de faire, de guider de manière très précise les véhicules vers des places de parking pour éviter qu'ils tournent en rond, qu'ils génèrent du trafic et donc de la pollution à chercher une place. D'ailleurs, on sait que dans la plupart des villes, une grande majorité des bouchons sont dus aux véhicules qui cherchent à se garer. Donc, on pourrait imaginer avoir une solution de parking intelligent qui ait une connaissance parfaite des places disponibles et des véhicules et des endroits où veulent aller les véhicules permettrait de fluidifier le trafic et de régler le problème de l'engorgement des villes. Et c'est pas faux si on considère, ou du moins si on oublie, que dès qu'on fluidifie le trafic, on va rajouter du trafic. Que la problématique, elle n'est pas tant les véhicules qui circulent, qui ne trouvent pas de place, qu'il y a trop de véhicules dans la ville. Que si les gens prennent leur véhicule, c'est pour aller d'un point A à un point B, mais c'est souvent parce qu'ils sont contraints et que ça manque d'alternatives autour de ça. Et donc c'est un peu cette idée d'éblouissement, c'est que si on a tellement de données sur le trafic urbain, on va se concentrer là-dessus, on va trouver une solution à un problème qui en fait n'est qu'un symptôme d'un problème plus large, et que sur les restes, les autres dimensions, on a moins d'informations et donc on s'y intéresse moins parce que juste on n'a pas les données pour les traiter. Non. Ce qui nous définit plus profondément est la quête du contrôle, externe et interne. Contrôle de notre corps, de notre espace, de nos ressources. Contrôle panique et raisonné de l'altérité, des autres prédateurs, des maladies qui ne sont que des prédateurs plus petits. Contrôle de l'accès à la nourriture, contrôle des déchets, contrôle du climat, contrôle de toute agression probable, possible, plausible. Évidemment, nous avons échoué, souvent en partie tout le temps, mais la quête s'est poursuivie et s'est affinée à mesure que les menaces externes reculaient. Dans un univers désormais anthropisé à l'extrême, comme le sont nos villes occidentales, quelle était la dernière menace résiduelle, le dernier élément à maîtriser pour atteindre la sérénité, sinon nos semblables? Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est protégé des autres, par le techno-cocon. On a rapproché les dispositifs de contrôle de nos corps et de nos esprits, oui. On en a fait des armures individuelles et plus finement que ça, des membranes et des filtres paramétrables pour conjurer les violences toujours possibles. Surtout, on a cherché des espaces où l'on serait irrémédiablement à l'abri. Présent, mais hors d'atteinte. Une sorte de cosmoi, qui est de fait un cosmou ou un cosmore, mais peu importe.
Une nouvelle couveuse entrouverte pour reprendre Sloterdijk. Internet a émergé et son dispositif clavier-écran nous a interfacés efficacement au monde en nous y connectant sans risque physique. L'hyperlien des hyperliens. Puis est venue la bague qui a intériorisé un peu plus cette régie de contrôle qu'était déjà le Brightphone. Puis a été conçu le MOA, qui a fusionné toutes les interfaces en une seule et a fait naître l'alter ego. Cette intelligence amie qui a permis de forclore l'altérité cruciale du rapport à nos pairs pour nous offrir, à la place, un miroir empathique et en réalité purement esclave de nos désirs. Avec le MOA, nous sommes sûrs de rester entre soi et soi. Rien de dérangeant ne peut plus guère nous arriver sur le plan affectif. Le contrôle de l'échange est maximal et induit. In fine et tertio, voilà donc la réule. Et c'est le réel même qu'on peut enfin choisir, façonner et contrôler, au moins dans sa dimension virtuelle et auditive, qui est dominante pour Sapiens. La réule, je la vois comme le produit ultime du capitalisme, vendre de la réalité. J'aime beaucoup, disons oui, que le réel était pour eux le dernier noyau à briser parce que le réel, c'est ce qui est commun. C'est ce qu'on partage tous, nécessairement et sans privilège, par nos sens naturels d'animaux d'une même espèce. L'ambiance d'un musée, l'agitation d'une place, une réunion dans un café. Bien sûr, ils avaient déjà fragmenté ce réel en petites billes, en proposant des univers aménagés, ludiques et fictionnels, des chrysalides tissées pour chacun. Du souci de soi et du prêt à subjectiver. Mais ça impliquait encore un espace spécifique pour être consommé, un techno-cocon ou s'abstraire. Bref, une monade nomade. Ça ne touchait pas encore à tous les moments de l'existence. Il demeurait ce résidu qui échappait au marché, notre réel banal et commun. Avec la réule, le réel s'individualise enfin. Il est enfin produit, lui aussi. Il devient personnel et impartageable. Ou s'il est partagé, c'est par communauté intime, en famille, entre amis, entre pairs. Il perd sa dimension universelle. Le réel était l'ultime territoire collectif à envahir et à privatiser définitivement, la vitre derrière laquelle le social est en morceaux, éparpillé en tessons incompatibles. Une cosmosaïque où chacun est bien heureux, debout sur sa tesselle, mais qui ensemble ne forment plus aucune figure solidaire, plus aucun visage. La réule parachève la dissociété que Bag et Moa avaient déjà préparée. Cet extrait file un peu la métaphore de la bulle numérique qu'on connaît déjà dans les réseaux sociaux aujourd'hui, et il la pousse jusqu'à son extrême avec son concept de technococon, qui est une forme d'enfermement, mais en même temps d'enfermement confortable dans une espèce de bulle dans laquelle on est protégé. On a déjà ça dans les sphères d'information, dans les réseaux sociaux, ou par le biais des algorithmes de recommandation, y compris dans des choses anecdotiques comme les systèmes de vidéo à la demande, on va nous proposer des films qu'on est censé apprécier en fonction de ce qu'on a déjà vu ou de ce qu'on a déjà fait comme recherche. Et ça peut en arriver jusqu'à une forme de contrôle de soi ou de son environnement quand on est acteur de cette bulle-là. Mais aussi, au bout d'un moment, ce sont ces algorithmes, cette intelligence artificielle qui vont construire cette bulle sans qu'on s'en rende compte. Et là, on peut arriver à être manipulé. C'est d'une certaine manière ce qui a été évoqué comme scandale lors des élections américaines, où par le biais de propositions de contenu, il y a une volonté, ou du moins il y a une suspicion de volonté d'orienter le vote des gens qui s'informaient sur les réseaux sociaux. Et donc on voit l'articulation entre le besoin de contrôle qu'on peut avoir soi-même sur son environnement, sur ses interactions, sur les contenus qu'on va consommer. Et puis, il y a la notion de ségrégation urbaine qui arrive derrière, qui est que dans cette volonté de contrôle, il y a une volonté aussi d'éviter d'être avec ceux qui sont différents. Il y a des gens qui subissent de la ségrégation urbaine parce qu'ils n'ont pas les moyens d'habiter ou de vivre ou de se transporter à certains endroits de la ville. Et dans le roman de Damnatio, c'est très bien traité par le fait que, selon son niveau d'abonnement, on va avoir accès à telle rue à telle heure ou pas, selon en gros qu'on soit riche ou indigent. Et puis il y a ce pendant de l'empêchement des pauvres à aller partout. Il y a celui des riches qui ne veulent plus être au contact des pauvres ou même des classes moyennes parfois. On voit aujourd'hui avec des cités résidentielles, avec des grilles, des gardiens, des chiens pour empêcher les intrusions. Et dans le mécanisme de réule qui est imaginé par Damnatio, finalement, en poussant la ségrégation jusqu'au bout du bout, avec cette notion de réalité alternative, finalement, qui se forge numériquement, on en arrive à pouvoir être à côté de quelqu'un qu'on ne veut pas voir, simplement parce qu'on va le masquer.
Et donc, en fait, il y a probablement même plus de mixité sur un territoire, sauf que chacun a une expérience totalement différente du même territoire. Et on arrive à exclure l'autre du territoire qu'on partage en même temps. C'est assez intéressant et paradoxal. C'est le terme de dissociété qui est utilisé dans le roman, où en fait, effectivement, chacun va vivre sa propre société à côté des autres, mais sans rentrer en interaction, ce qui est quelque part assez effrayant. À l'origine de la ville intelligente, il y a la notion d'ubimédia, qu'on a oubliée aujourd'hui, du latin ubique, qui veut dire partout. L'intelligence ambiante. L'idée que l'informatique pouvait essaimer en plein air, partout, dans les rues, le mobilier urbain, les services rendus aux habitants, le système de gestion des déplacements. Cette intelligence ambiante, ils l'ont conçue autour de 3 champs. D'abord les surfaces, qui sont une création de l'homme, les murs, les sols, les plafonds, les portes, les façades, qui pouvaient faire des écrans idéaux, les zones de projection. L'ambient, ensuite, c'est-à-dire l'impalpable, comme le son, la lumière, l'air et sa circulation, la température, qu'ils se sont mis à capter et à gérer pour contrôler l'atmosphère de la ville, son mood, disons. Et enfin, le tangible, à savoir les objets qu'on peut manipuler, prendre, agencer, caresser, comme ici dans ce taxi. Voir, sentir et toucher. Mais jamais directement, toujours de façon médiée, par interface interposée, pour qu'une information précise puisse en être prélevée. Vous avez remarqué d'ailleurs comme ces interfaces impliquent de plus en plus tout le corps ? Avant, ça ne sollicitait que la vue et le toucher, avec l'écran et le clavier, la vieille souris, le doigt. Puis ils ont généralisé les interfaces vocales, sonores, puis le gestuel avec la signature pour certifier l'identité. Après, ils ont commencé à faire de nos déplacements et de notre position dans la ville un signal pour interagir. Et depuis 10 ans, c'est notre émotion même qu'ils lisent et qui leur sert d'interface. Vous-même, là, en ce moment, vous l'utilisez. Quand ce n'est pas nos ondes cérébrales, nos corps et nos esprits sont complètement sous contrôle. Rien de ce qui émane de nous n'échappe à la captation et à la renormalisation numérique. Nos villes sont des prisons sentientes, non ? Dans cette sensation d'être pris petit à petit et d'être happé par la technologie qui avance, dans le texte, il est bien dit qu'au départ, on était sur une intelligence qui touchait à du concret, du palpable, les surfaces, les murs, les écrans, les zones de projection. Puis ensuite, l'impalpable, plein de sons, de lumière, d'air pour contrôler l'ambiance et l'atmosphère de la ville. Et ça fait écho à des recherches qui sont faites aujourd'hui sur comment travailler l'ambiance urbaine en modifiant l'éclairage, avec du son. Donc il y a des gens qui travaillent là-dessus, sur comment influencer ou comment apaiser un espace public en jouant sur ces grandeurs-là. Et puis l'ultime dans le roman, c'est d'arriver jusqu'à gérer les émotions. Et c'est intéressant d'en arriver là parce que quand on est dans l'émotionnel, on n'est plus dans la réflexion, on n'est plus dans ce qu'on a appris et ce qu'on est capable d'intellectualiser, de penser. Et donc ça permet de rebondir sur l'importance de donner suffisamment de matière pédagogique, cognitive, intellectuelle à la population, de culture aussi, pour être en capacité de toujours avoir un raisonnement ou une pensée, alors qu'en face, on nous amène de l'émotionnel, de la réaction et du sensible. Donc il y a un besoin assez important de contrebalancer cette prise émotionnelle qui est aujourd'hui clairement dans l'économie de l'attention, qui fait que dans les applications, les services, on essaye de capter l'attention des utilisateurs pour qu'ils restent le plus longtemps sur le service et que, notamment, ils soient de plus en plus exposés à la publicité. Et donc, quand on est pris par cette dimension-là qui est sensible, émotionnelle, il faut avoir en regard une capacité d'analyse, de réflexion et de pensée. Pour pouvoir faire ça, un des besoins, c'est d'avoir de l'éducation au numérique, de l'éducation à ce qu'est une donnée, à ce qu'est un service numérique. C'est aussi un besoin absolument impérieux pour la société, pour être en capacité d'avoir un débat démocratique sur la régulation de ces outils, la régulation des services numériques dans l'espace public et dans la gestion de la cité. Il n'est pas possible d'avoir un débat démocratique éclairé sur les limites éthiques à poser sur l'intelligence artificielle, sur le respect de la vie privée et des libertés individuelles, si les gens n'ont pas été formés, n'ont pas eu suffisamment d'éducation autour de ces questions-là. Et c'est des choses qu'on interroge, notamment dans le studio Ville intelligente et Ville apprenante, à tous les âges de la vie de l'apprentissage, que ce soit dès le primaire à l'éducation à
à ce qu'est la donnée numérique et être en capacité de comprendre une donnée numérique sans être perturbé par son format, jusqu'à voilà, le secondaire, le supérieur, et puis après la formation continue et la formation citoyenne aussi, l'éducation populaire pour donner aux gens les armes intellectuelles pour être en capacité de se poser comme citoyen dans ce débat-là. Je vois le moment où les miliciens vont se servir de moi comme otage ou bouclier. La foule les bouscule, tout proche est le point de bascule, et soudain, un milicien sort une arme sonique et tire. Le son est si insupportable que la foule se vrille de douleur avant de fuir s'abriter en titubant. Les salauds. Fût-ce l'onde de choc qui le dira. Mais alors qu'ils semblaient hors d'état sur la civière du médecin ambulant, Lorca se relève et d'un geste sec, pas spécialement rapide, toutefois inattendu, il tamponne la face du milicien qui me tordait le bras, avec un caillou qu'il a ramassé au sol. Le nez du milicien dégouline comme une tomate trop mûre et ses 3 collègues se sont retournés en un bel ensemble buté. La petite foule encore chancelante du choc sonique bloque, aussi sidérée que moi et tout aussi incapable de réagir quand les miliciens d'Éducal se mettent à foncer sur Lorca, lequel a pris ses jambes à son cou et file vers le premier bâtiment qui pourrait l'abriter, lui éviter un tir de phaser ou une nouvelle salve sonique. Je le vois zigzaguer, droite, gauche, comme s'il devinait les tirs possibles, et il s'engouffre d'à capot dans un petit immeuble de 5 étages dont plusieurs vitres sont occultées de planches. Moitié squat, moitié logement social, quelques ados plus vifs ont le temps et le courage de rattraper les miliciens et tentent de s'interposer devant l'entrée de l'immeuble. Mais un tir d'ultrason siffle avec une férocité ignoble, et ils s'affalent, à genoux, les mains vissées aux oreilles, incapables de ne rien faire d'autre. Alors que ses 2 collègues pénètrent dans l'immeuble, le 3e appelle des renforts policiers avec sa bague et tient en respect la 20aine d'habitants qui s'approchent, et qu'il plie à son bon vouloir avec son canon à bruit, variant ultrason et ultra-basse. Il n'y a rien à faire. « Reculez, vous allez vous blesser. Ça laisse des acouphènes terribles. Reculez, je leur hurle. Je n'entends moi-même plus grand-chose depuis le premier tir. » Ce passage traite du son, des armes soniques principalement, et de la capacité des forces de répression à repousser des foules via des armes sonores. C'est un point assez intéressant dans le roman. Le son est omniprésent dans l'histoire développée, dans l'univers développé par Damien Chau. Il y a ces armes soniques qui sont très, très importantes, avec une forme de pudeur face à la violence, en ayant une société extrêmement violente. Mais il y a aussi, évidemment, les furtifs qui communiquent par le son, qui ne sont que son, quasiment. Là encore, le son est une dimension extrêmement forte. Il y a aussi à un moment une forme de foule qui se met à faire de la musique et qui écrase les forces qui sont rassemblées contre elle par la musique et par l'espèce d'égrégore musical qui peut en sortir. Au départ, je pensais que les armes soniques, on était vraiment dans la science-fiction, et finalement, récemment, ces armes-là ont été utilisées contre les mouvements sociaux qu'il y a eu à Hong Kong. Et donc, voilà, on n'est pas du tout dans la science-fiction, on est dans le concret du moment. Et ce qui m'interroge en tant que chercheur sur les moyens de télécommunication, c'est que le son, c'est d'abord un moyen de communication entre personnes. Alors c'est traité, c'est utilisé dans le roman entre la communication entre les furtifs et certains protagonistes de l'histoire, mais le son n'est pas là pour principalement permettre d'envoyer de l'information. Et en fait, ça correspond un peu à une évolution des technologies aujourd'hui, où on utilise de moins en moins le son pour transmettre de l'information. Jusqu'à il y a une grosse quinzaine d'années, les progrès qu'il y avait notamment sur la téléphonie mobile se matérialisaient par une amélioration de la qualité du son, y compris sur la télévision. Avec la télévision numérique, il y avait des progrès sur la qualité du son, le home cinéma. C'était une recherche technologique continue. Et puis on est passé notamment sur tout ce qui est média, on est passé sur améliorer l'image. Et finalement, la qualité du son, c'est moins important. Et on se rend compte que dans l'usage même des technologies de communication qu'on a aujourd'hui, on utilise de moins en moins le son et de plus en plus l'image, la vidéo, le texte pour communiquer, en délaissant la partie téléphonie au sens propre du terme, qui est synchrone, qui prend du temps, qui fait passer moins d'informations. Et donc c'est intéressant de voir comment culturellement les technologies pour le son, pour la transmission sonore, passe d'un médium de communication, et donc plutôt d'harmonie entre les gens, à quelque chose d'offensif et de répressif, au lieu d'essayer d'améliorer les communications entre les gens. Pour synthétiser tout ça, le roman tisse un univers intéressant par plein d'aspects, crédible sur certains aspects technologiques, sur certains aspects politiques. Le fait que des villes puissent être privatisées
et gérée par des marques, qui n'est pas de la dystopie totale. On est déjà là-dedans pour les stades de foot et on dit que dans 20 ans, on n'aura pas ça dans plus de morceaux d'espace public. Sur la partie présence numérique, aliénation numérique, là aussi, il y a des choses qui sont tout à fait dans la poursuite de l'existant et qui posent réellement des questions intéressantes. Ça peut être une conclusion à tirer, c'est que si on laisse faire les choses, il y a des chances que ça aille dans cette direction-là. Mais on n'y est pas encore et on n'est pas encore pieds et poings liés. Notamment, il y a à penser, à réfléchir, à créer des usages, des contrôles politiques, des contre-pouvoirs qui éviteraient de tomber dans ces travers-là et qui rendraient ce futur-là complètement dystopique. La capacité de la société à accepter ou refuser des usages est extrêmement forte. Il faut en prendre conscience que collectivement, en fait, c'est la société qui décide de quels sont les usages qui vont être généralisés dans l'avenir. Et si on refuse de se laisser embarquer dans une direction, bien, cette direction n'existera juste pas.